Bonjour à tous et bienvenue à vous en tout cas au Salon Équipe Auto. On est vraiment ravis de vous retrouver à la veille de cette dernière journée, chers amis. On va parler d'un sujet d'ailleurs qui est nouveau dans le paysage parce qu'on commence à s'habituer à les voir. Ce sont ces stations avec ces innombrables bornes de recharge. Vous en voyez également des bornes de recharge dans les parkings, vous en voyez partout. On commence à en installer et on va parler justement du matériel qu'il faut choisir, du type de borne puisque tous les modèles ne sont pas équivalents. On va vous présenter les acteurs de cet écosystème qui sont nos 4 invités. Clément Molison est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes délégué général de l'AVER, c'est l'association pour le développement de la mobilité électrique. Alors, ce n'est pas complètement l'acronyme, mais en tout cas, c'est ce que vous faites. Vous coordonnez tous les acteurs du transport électrique, du déplacement, de la mobilité, quoi. Exactement, on est une asso professionnelle, on rassemble à la fois des constructeurs, des énergéticiens, des collectivités, des fabricants de bornes, des opérateurs, bref, tout l'écosystème qui travaille au développement de la mobilité électrique. Ce qui vous permet d'avoir une vue à 360 degrés de ce domaine. On est avec François Gatineau. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes président de Mobilise. Vous faites de l'accompagnement alors d'entreprises, de collectivités, de copropriétés aussi. Savoir ce qu'on installe, comment on le fait marcher. Alors on est conseil justement pour aider tous ces acteurs-là à bien comprendre et savoir comment dérouler le projet. Et on est aussi bureau d'études certifié IRVE, parce que maintenant c'est obligatoire pour les plus grosses études. Et donc on fait les conceptions techniques électriques des stations de charge. Exactement. Nous sommes avec 2 acteurs de ce domaine aussi. Didier Hubert. Bonjour à vous Didier Hubert. Bonjour. Vous êtes un tout nouvel acteur. Exactement. Parce que vous êtes le responsable du développement de charging de Webasto. Webasto, c'est un équipementier qui ne date pas d'hier. C'est ça, c'est un équipementier qui a plus de 100 ans aujourd'hui. C'est ça. Qui est allemand, originairement, et qui est peu connu du grand public en France, puisque nous sommes présents partout en première monte essentiellement. Sauf que vous venez de vous lancer dans les bornes de recharge il y a combien de semaines? Voilà, il y a quelques semaines, mi-septembre, et on officialise sur Équipe Auto. Quelle idée justement, vous allez nous dire pourquoi vous lancez, comment vous lancez, quelles sont vos offres, vers qui vous tournez. Nous sommes avec un autre acteur, Alexandre Borgolz. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directeur général de DBT, vous êtes fondateur du réseau R3. DBT en un mot, R3 en deux. C'est tout à fait ça. DBT, on apporte des solutions durables pour la mobilité électrique. Donc sur la partie DBT, on conçoit, fabrique et commercialise des bornes de recharge, surtout rapides pour l'environnement public. Et sur R3, on fait des petites stations-service ultra rapides. Donc on recharge monsieur, madame, tout le monde qui ont des voitures électriques. Des petites stations-service, vraiment? Des petites stations, c'est entre 1 à 3 bornes. Oui. Ça fait jusqu'à 4 à 5 places de parking en parallèle qui peuvent se recharger. Donc ça peut être des moyennes ou des grosses stations-service électriques. Exactement. On fait des hubs de recharge ultra rapides. Alors on va parler du type de borne, parce que vous avez compris qu'il y a différents types de bornes. Certaines sont rapides, d'autres le sont moins. On va parler de la puissance, on va parler du matériel que vous choisissez. Qui doit choisir quel type de matériel? D'abord, la vue d'ensemble. Clément Molison, combien de bornes installées à ce stade en France? 71 630 au 30 septembre 2022. Pour à peu près combien de véhicules électriques qui pourraient les utiliser? 1 million. 1 million million. de véhicules électrifiés, donc électriques et hybrides rechargeables. 71 000, c'est une progression de plus 50% à peu près sur les 12 derniers mois. Donc on commence à mettre le turbo, mais il en manque. On a besoin d'en installer beaucoup encore. On aura toujours besoin d'en installer. En fait, la question, c'est pas tant de savoir combien on a besoin de points de recharge, même si on a un objectif de 100 000 qui ne sera pas atteint en décembre, mais plutôt atteint courant 2023 au premier semestre. Ce qu'il va falloir continuer à développer, c'est des stations de recharge là où elles sont pertinentes, avec des puissances qui sont pertinentes. Effectivement, la grande dynamique sur 2022, c'est la recharge rapide. On a fait x3 ou x4 sur la recharge ultra rapide depuis le début de l'année. C'est vraiment une tendance forte aujourd'hui. Alors, vous allez nous détailler quelles sont les différentes familles de bornes de recharge. J'entends rapide, donc je suppose qu'il y a aussi les bornes lentes, puisqu'on ne le dit pas ainsi, mais on entend aussi ultra rapide. François Gatineau, c'est quoi les différents modèles? On va peut-être attendre la décompensation de la borne d'à côté, en espérant qu'elle soit ultra rapide également. La voilà. En fait, c'est une notion de débit. C'est l'équivalent pour la vitesse de remplissage d'un lavabo, d'une baignoire. En fait, la puissance, c'est l'équivalent, si on veut faire un peu de vulgarisation. Donc en fait, la puissance, plus elle est forte, plus ça va aller vite à vous charger votre batterie. La différence entre le robinet et le Karcher, quoi. Voilà, exactement. Donc il y a des notions et des unités, on va vulgariser ça comme ça, hein. Il y a des unités qui sont donc du coup différentes. Ouais. On parle de kilowatts pour la puissance,
et on parle de kilowattheure pour l'énergie, le volume d'énergie qui est mis dans votre véhicule. Donc on a des puissances à la maison. Il faut savoir que par exemple, quand vous utilisez classiquement un appareil électroménager, vous êtes autour de quelques centaines de watts. Donc pour des bornes, on parle de kilowatts et des fois on parle de centaines de kilowatts. Donc ça rigole pas parce que ce sont des fortes puissances, du coup des contraintes électriques plus fortes, avec des enjeux de protection, avec des enjeux de sécurité qui sont plus forts. Donc on a classiquement des bornes avec des puissances qu'on appelle en courant alternatif qui vont jusqu'à 22 kilowatts, parce que c'est comme ça que sont dimensionnés l'ampérage, enfin c'est comme ça qu'est dimensionné l'ampérage en fait, sur des réseaux où on est toujours au même nombre de volts. Et puis, il y a ce qu'on appelle la recharge rapide, où là, on est en courant continu. Et donc là, on peut aller jusqu'à 350 kilowatts. Et là, ça va beaucoup plus vite. C'est quoi les offres sur le marché aujourd'hui? Toutes celles-ci, imaginons par exemple, je sois l'automobiliste lambda, parce que pour l'instant, ça compense. Concrètement, est-ce qu'on aura besoin un jour d'aller recharger son véhicule électrique sur l'autoroute? C'est quel type de borne qu'on peut voir? En fait, tout dépend des caractéristiques de votre véhicule. Chaque véhicule a des caractéristiques limitantes au niveau de la puissance. Donc vous pouvez avoir la borne la plus magnifique du monde, la plus puissante. C'est surtout aussi en regard de votre véhicule que vous devez voir ça. Mais généralement, maintenant, les véhicules acceptent des puissances assez rapides, plus de 100 assez largement, donc ça va assez vite. Ça dure combien de temps? Tout dépend de la taille de votre batterie. Vous allez me dire que tout dépend de tout. Au bout d'un moment, absolument, il y a des paramètres de partout. C'est pour ça justement qu'on vous a invité pour nous éclaircir. Mais grosso modo, avec maintenant les nouveaux véhicules qui sortent, vous chargez entre 15 et 30 minutes. Vous faites une recharge de 20 à 80% de votre batterie. Parce que plus, ça l'abîme votre batterie quand vous faites des recharges. Et puis c'est beaucoup plus lent en plus. Voilà, donc il faut mieux recharger tranquillement à la maison ou au travail ou dans la rue quand vous avez le temps. Et puis de temps en temps, quand vous êtes pressé, que vous partez en week-end, là vous faites une petite recharge à fond. Ou alors pour ceux qui bossent. En revanche, quand vous me dites, et ça c'est important aussi parce qu'on ne fonctionne pas pareil avec le réservoir, quand vous me dites que je recharge de 20%, à 20% je commence à recharger et je ne monte pas au-dessus de 80%, ça veut dire que en temps normal, on va passer notre temps à fonctionner avec 60% de sa batterie et non pas avec les 100% qui sont la puissance qui est affichée. Si, c'est ce qu'on conseille dans l'usage, c'est ce que les constructeurs conseillent dans l'usage du véhicule. Vous pouvez, si vous partez, vous faites une recharge tranquillement à puissance plus faible à la maison. Vous pouvez recharger jusqu'à 100 si vous avez un petit peu de route à faire. Mais c'est plutôt conseillé de travailler sur ces plages-là parce que ça fera durer votre batterie beaucoup plus longtemps, au-delà de 10 ans, et c'est important. Et c'est un tiers du prix du véhicule en plus, donc ça vaut le coup de l'économiser. Quel type de borne vous proposez sur le marché ? Alors c'est une très bonne question, et justement pour compléter ce qui vient d'être dit, aujourd'hui au niveau technologie, il faut savoir qu'on peut tout faire. On peut recharger et en 10 heures et en 10 minutes. Par contre, on n'a pas toujours besoin de se recharger en 10 heures ni en 10 minutes. Donc, ce qui est important, c'est de mettre la bonne borne au bon endroit. Et pour remettre les choses aussi un peu en perspective, aujourd'hui les bornes de recharge rapide ou ultra rapide en 150 kg, c'est à peu près l'équivalent de la consommation électrique d'une trentaine d'appartements. Un appartement, on va être entre 5 et 6 kg. Une recharge rapide à fond à tel instant, c'est une barre d'immeuble, c'est 30 apparts. Ça veut dire que concrètement, j'aurais jamais une borne de recharge ultra rapide dans mon appartement parce que sinon j'ai la consommation de l'immeuble d'en face. Ouais, et c'est surtout que en ce moment. C'est surtout que vous n'en avez pas besoin. Donc l'idée, c'est de vraiment matcher le service rendu par la borne, par la puissance qu'elle permet de faire, avec l'utilisation que vous avez prévu de faire sur cette place de parking. En gros, à la maison, vous rechargez en 10 heures, vous allez mettre une borne qui va vous permettre de recharger à peu près en 10 heures, qui va vous coûter beaucoup moins cher. C'est de l'ordre de 50 fois moins cher qu'une borne ultra rapide. Et l'idée, 50 fois moins cher en consommation, pas seulement en installation. En consommation, mais aussi en le coût de la borne, le coût de l'installation. Donc si je suis par exemple un représentant d'un conseil syndical d'une copropriété, je pourrais par exemple me tourner vers une entreprise comme la vôtre ou alors me tourner vers Mobilize et vous me diriez quel type de borne et ce serait plutôt ce type de borne-là. C'est ça. Alors nous, l'offre qu'on a aujourd'hui, nous on est une boîte industrielle où on conçoit, fabrique, donc on fabrique 100% de notre production en France. Donc on va plutôt avoir de la valeur sur les bornes disponibles et adaptées au public. Donc on va aller vendre à des syndicats d'électrification, à des collectivités, à des boîtes des enseignes de grande distribution, plutôt des bornes accessibles au public.
Donc nous, on va être capable de répondre sur les copropriétés. Par contre, notre offre, elle est plutôt destinée borne rapide pour la fois où vous avez besoin de récupérer 80% en 20 minutes. Exactement. Et là, nous, on a les produits pour ça. Et là, vous êtes prêts. Vous venez de vous lancer dans ce marché avec quel type d'offre chez Webasto? Nous avons une offre qui est destinée aux professionnels avec une borne qui est en puissance maxi 22 kW, donc Ouais. une charge, ce qu'on appelle une charge semi-rapide, qui va permettre de recharger un véhicule full électrique en à peu près 4h30. Quel type de véhicule, quand vous dites c'est pour les professionnels, c'est plutôt pour des taxis, c'est plutôt pour des... Ça va être pour les flottes, ça va être pour les entreprises, ça va être pour C'est les les bornes parkings, qu'il y a au bureau. par exemple. Oui, tout à fait. Ça va être pour les hôtels, ça va être pour les parkings Oui. privés, publics. Donc on y passe en moyenne moins de temps que chez soi la nuit, raison pour laquelle c'est plus rapide que la borne à la maison, mais ça reste plus lent que celle qu'il y a par exemple à l'autoroute. Voilà, absolument, absolument. On est vraiment en intermédiaire, on est, comme le disait tout à l'heure, en AC, donc courant alternatif, ce qu'on appelle la semi-rapide, et qui va être utilisé même pour l'usage public, ce qu'on va retrouver aujourd'hui. On sort du maillage routier et autoroutier où là on est uniquement où on a besoin de charge rapide, ce qu'on Oui, appelle les c'est ça. superchargeurs. Parce qu'on s'arrête et sinon il faut trouver les services pour faire patienter l'automobiliste. Ça fait beaucoup de modèles différents. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des métiers différents en fonction du type de borne ou est-ce que ça restera malgré tout le même type de compétences pour les installateurs? Alors, partiellement, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même quelques différences entre vous installer une prise renforcée chez vous et installer une grande station de recharge ultra rapide sur une Ouais. autoroute. Donc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de métiers, on voit qu'il y a un écosystème qui est en train de se structurer. On a différents fabricants qui se sont lancés sur le sujet, qui se répartissent. Voilà, certains font on vient de le voir, plutôt de la recharge lente, plutôt de la recharge rapide. Certains font le tout. Derrière, vous avez des opérateurs. Certains vont faire aussi l'installation. Et qu'aujourd'hui, il y a une pluralité de métiers qui existent, Ouais. d'activités, des acteurs qui font tout et d'autres qui se spécialisent. Et qu'il y a une grande diversité. Il y a une très grande diversité. Et comment on fait pour aider justement vos clients à s'y retrouver? Tout part de l'usage. Ouais. C'est ce qu'on vient de se dire là. Tout part de l'usage, ça dépend de ce que vous voulez faire, quel type de véhicule vous voulez utiliser, parce que les véhicules ont des caractéristiques aussi qui peuvent être différentes selon la façon de se charger. Si vous me donnez une image, par exemple, quels types de véhicules sont particulièrement différents en fonction des charges et des bornes Eh qu'il va bien, utiliser? on a aussi maintenant de plus en plus des véhicules utilitaires électriques, parce qu'on rentre maintenant dans des villes qui sont en zone à faible émission, et donc qui bannissent petit à petit les véhicules thermiques. Et de ce fait, il y a des acteurs qui interviennent dans les villes, des artisans, des livreurs, beaucoup de professions comme ça qui ont besoin de passer à l'électrique petit à petit. Donc on voit des flottes de logisticiens, sur la messagerie notamment, qui s'équipent en électrique. Donc eux, ils vont avoir besoin de programmer leur tournée et de bien adapter le type de recharge en fonction de leur tournée. Donc ils vont, la plupart du temps, essayer de recharger au maximum la nuit. Donc ils vont plutôt avoir des bornes, je dirais 22, et en complément, ils vont avoir quelques bornes rapides pour justement, quand ils sont en fin de tournée, ils reviennent au siège. Pendant 1 heure, ils font leur pause. Et pendant ce temps-là, le véhicule est rechargé jusqu'à 80% afin de pouvoir repartir sur une seconde tournée. Donc c'est un mix, j'allais dire énergétique, mais ce serait un mauvais jeu de mots, mais en tout cas c'est un mix de différents types de bornes. De différents types selon l'usage et selon le type de profession. Raison pour laquelle il faudra quand même être conseillé de plus en plus et une activité comme la vôtre, par exemple chez Mobilis, deviendra, en tout cas il y aura un marché. Il y a un marché, il y a besoin effectivement de conseiller les gens, c'est compliqué à comprendre, c'est tout à fait nouveau. On ne peut pas faire d'analogie entre le thermique et l'électrique. D'ailleurs, il ne faut pas le faire, parce que sinon c'est perturbant. Donc il faut apprendre, et pour apprendre, il faut des gens qui font la pédagogie. Exactement, parce que nous, notre seule référence, c'était à peu près la consommation au 100 km, et puis c'était le nombre de litres dans le réservoir. Donc tout ça, c'est terminé, c'est de nouvelles références. Maintenant, il s'est passé quand même quelque chose, il se passe quelque chose à l'approche de cet hiver, c'est qu'un certain nombre d'entrepreneurs, mais même aussi des particuliers, ont eu de très mauvaises surprises avec leur facture d'électricité. Et ça rentre en ligne de compte, j'imagine maintenant énormément, pour l'ensemble de vos clients, quels qu'ils soient professionnels ou particuliers. C'est-à-dire qu'on est obligé de voir aussi comment faire en sorte de les aider à ne pas faire exploser leurs factures. Est-ce que c'est le cas pour DBT, par exemple?
Alors c'est en partie le cas pour nous, donc on a quand même quelques clients particuliers qui ont des bornes. Par contre, avec les annonces du gouvernement du début de la semaine, le président Macron a confirmé que le bouclier tarifaire de l'électricité s'appliquait aux particuliers. Ça, c'est déjà ça. Ça, c'est déjà ça pour les particuliers. Après, pour les pros, l'idée, c'est vraiment d'être capable de consommer au bon moment et pas aller renforcer les pics de charge. Mais c'est vrai que la facture a augmenté. Mais d'un autre côté, la facture du diesel augmente aussi. On est d'accord. Et donc, comme disait François Gatineau, aujourd'hui, la voiture électrique, ça reste une voiture, mais il ne faut pas lui renvoyer les mauvais côtés de la voiture thermique, parce que le plus gros sujet, c'est d'arriver à sortir du thermique et passer à l'électrique. Sachant que le diesel ne connaît ni heure creuse ni heure pleine, donc le prix de toute façon est constant quand il augmente ou quand il baisse. Mais il faut qu'on arrive à en sortir. Ouais. Et la voiture électrique est une super solution pour ça. Exactement. Sauf que du coup, vous l'avez dit, il faut bien choisir le moment où on recharge. À quel moment je ne dois pas recharger mon véhicule? François Gatineau? On ne recharge pas cet hiver déjà et en général au pic Oui. de consommation. C'est-à-dire? Alors, on a un réseau qui est capable de produire suffisamment d'énergie. Ouais. Bon, tout est planifié pour à peu près que la production tienne le coup. Ce qui pose le plus de problèmes, c'est les pics de consommation. C'est ça. C'est au moment où tout le monde va tirer la puissance du réseau et il n'y en aura plus assez de disponible. Le véhicule électrique en ça offre une formidable opportunité de pouvoir choisir le moment où vous allez vous recharger. De programmer, on peut facilement programmer son véhicule pour qu'il recharge la nuit, aux heures creuses. En plus, c'est moins cher. Et ça paraît quoi? Alors vous dites il ne faut pas qu'on fasse la comparaison avec le thermique, sinon on ne s'y retrouve pas. Mais moi, par exemple, j'ai jamais programmé le moment où je ferai le plein. C'est-à-dire qu'en général, j'attends que le client ou que ça se rapproche du voyant pour aller le faire. Alors que là, au contraire, il faut que je programme ma journée en fonction de ça. Eh bien, vous allez programmer le fait que vous allez faire plutôt les recharges de nuit. Quand vous arrivez dans votre garage, dehors ou dans la rue, vous programmez votre véhicule pour qu'il prenne l'énergie sur ces périodes-là et automatiquement, il sera rechargé si vous le branchez. Clément Molison. Si on peut faire une analogie assez simple avec le téléphone, généralement, et je pense que c'est le cas d'après toutes les personnes ici, vous Ouais. allez recharger une fois votre téléphone par jour, une Oui. bonne fois, et après, peut-être que sur une journée, si vous l'avez beaucoup utilisé, si vous avez joué à Candy Crush plus que d'habitude, vous allez peut-être faire une ou deux petites recharges au bureau. Des fois, vous allez aller boire un verre avec des collègues et puis vous allez vous recharger dans le bar un petit peu. En C'est fait, vrai. on fait la même chose avec sa recharge. Généralement, on se recharge pendant longtemps chez soi. Et après, de temps en temps, on va aller faire ses courses et on va se recharger un petit peu parce que c'est gratuit la première C'est vrai. demi-heure, par exemple. Et ça nous est tous arrivé aussi de nous réveiller un jour et en se rendant compte qu'on avait oublié de mettre à recharger notre téléphone ou notre smartphone pendant la nuit. C'est des choses qui arriveront quand même. Oui, potentiellement, mais Ça coûtera cher. à l'inverse, on apprivoise très Ouais. rapidement son véhicule. C'est Il y a eu vrai. des études, notamment en Norvège, qui ont montré qu'il y a un très faible pourcentage de personnes qui tombent en panne, c'est-à-dire qui Ça, c'est important. n'arrivent pas à trouver un point de recharge ou qui se retrouvent à 0% sur la route. C'est très rare. en Donc, réalité. n'ayez pas peur. C'est votre message. Oui, n'ayez pas peur. va Il y a changer, vraiment on va de s'habituer. l'optimisme à avoir aujourd'hui sur la mobilité électrique. Exactement. Et ça, c'est très important. Vous aussi, d'ailleurs, vous n'avez pas eu peur puisque vous nous avez rajouté un nouveau métier à votre entreprise chez Webasto. C'est ça. On a misé là-dessus. En fait, Webasto a déjà misé sur cette activité qui est l'e-mobilité depuis 5 ans sur les autres pays européens et a décidé de lancer sur la France donc tout récemment. Mais Alors, c'est une question d'ailleurs. Pourquoi plus tard en France qu'ailleurs? Est-ce que les conditions étaient moins favorables? Par exemple, la réglementation était plus difficile, plus... il y a une réglementation qui est un peu plus complexe en France, notamment avec ce qu'on appelle un obturateur, Ouais. un shutter qui est un volet. C'est-à-dire Une prise spécifique qui n'existe pas dans le câble doit être détachable en France, Mhm. ce qui n'est pas le cas dans les autres pays européens. Et c'est quoi la raison de cette norme? Enfin, il y a toujours... Ça, c'est le rédacteur de la norme qui voulait pas qu'on entende la réponse. La raison de l'obturateur en France, ce qu'on appelle le shutter en anglais, c'est pour la protection des enfants. Oui. En fait, on a une loi en France qui protège, une réglementation qui protège beaucoup les risques électriques pour les enfants qui mettent des crayons, qui mettent les doigts dans les prises. sûr. Et donc, dans la norme française, qui a un numéro, je vous ferai grâce de ce numéro-là, et donc on a rendu ça obligatoire. Et on a moins d'accidents liés au risque électrique en France Ouais. pour les enfants que dans d'autres pays. Bon, Donc toutes les normes ne sont pas idiotes. La preuve, ça permet de sauver des vies, mais Voilà. sauf que ça a retardé. Mais c'est embêtant pour les industriels qui veulent arriver sur ce marché. Ça coûte beaucoup plus cher? Ça demande de faire un engineering R&D important. C'est-à-dire, par exemple? Oui, donc là, nous, en développement, ça a demandé 2 années de plus. Oui.
Donc c'est quand même c'est ça. Le considérable. temps de s'adapter et le temps de développer le bon produit sur le marché. Bon, on a quand même sauvé des vies, donc c'est déjà ça. On se dit qu'on n'a pas perdu son temps pendant 2 ans. Exactement. En tout cas, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, parlons-en de cette réglementation, parce que c'est aussi, enfin, c'est l'un des principaux nerfs de la guerre. Vous, pour l'AVER, vous représentez tous les acteurs de la mobilité électrique. Est-ce que vous travaillez à faciliter la réglementation, à l'alléger, ou est-ce qu'au contraire, eh bien, elle est importante avec cet exemple très parlant qu'on vient de citer? Il y a 3 nerfs de la guerre. Il y a Ouais. la réglementation, les obligations, il y a les aides, Ouais. et il y a l'information, la sensibilisation. Donc nous, on agit sur ces trois leviers-là. Évidemment, d'un côté, il faut, d'une certaine façon, durcir la réglementation pour aller vers de l'électrique, en tout cas décarboné, et en Ouais. même temps il faut faciliter pour la recharge. Il y a un certain nombre de freins qui peuvent encore exister. C'est vrai que la question des shutters, c'est une question qui occupe tous les industriels aujourd'hui, notamment ceux qui sont implantés sur plusieurs pays, mais c'est des compétences de la sécurité qui relèvent de chaque État. Bien sûr. Et aujourd'hui en France, il n'y a pas vraiment de volonté, de velléité de changer vraiment cette norme. Donc c'est des sujets qu'on mène, des discussions qu'on mène en interne depuis plusieurs années déjà, mais qui ne vont pas se régler tout de suite. Chez qui il aura été plus facile ou plus rapide d'installer des bornes? C'était plutôt dans les copropriétés, c'était plutôt dans les aires de recharge sur l'autoroute, plutôt dans les entreprises? Tiens, peut-être Clément Molisant? Pardon. Moi, c'est François. François Gatineau, excusez-moi. C'est pas grave. Dans les maisons individuelles. Ouais. Dans les maisons individuelles, ça va super vite. Ouais. Et en fait, Clément expliquait tout à l'heure qu'il y a beaucoup de points de charge publics. Mais dans les maisons individuelles, c'est énorme. C'est des centaines de milliers de points de charge, en fait. C'est ça, et ça c'est ceux qu'on ne voit pas justement parce qu'ils C'est ce sont qu'on dans le voit pas. garage. Et concrètement, ça coûte combien dans une maison individuelle d'avoir une borne de recharge qui est faite pour recharger la nuit? Il y a des aides aussi, il y a des crédits d'impôt, donc ça Oui. permet de baisser la facture. Ça dépend vraiment de la puissance que vous mettez. Et je pense qu'entre 800 et 1500, vous avez une installation complète, bien sécurisée, bien propre. Ça dépend où vous le mettez. Parce que des fois, il y a des maisons, c'est facile. Il y a des maisons, ça oblige de revoir un petit peu le circuit électrique. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, c'est de fortes puissances. Donc il Ouais. faut isoler, il faut protéger. Il faut avoir la capacité à dire si j'ai un problème sur ma borne, hop, je C'est disjoncte. pas comme si je mettais c'est pas comme si je mettais une prise multiple, clairement pas. Non, c'est pas une prise électrique simple. C'est extrêmement contraignant. Et donc du coup, c'est quoi les défis, techniques? Ça demande quel type de compétences et quel type de métier, notamment chez R3 ou DBT? Ouais, alors en plus de la partie commerciale où l'idée c'est de sécuriser les emplacements. Ouais. Aujourd'hui, il y a une réglementation qui s'appelle Loi Orientation en Mobilité qui demande à tous les établissements recevant du public d'équiper 5% de leur place de parking pour 2025. Donc ça fait énormément de place à équiper. Les vraies compétences, c'est de la planification où on gère, on a à discuter avec Enedis qui ont des délais qu'on trouve très longs, qui sont en moyenne 6 à 7 mois. Mais il faut savoir que c'est 2 à 3 fois plus rapide qu'en Angleterre ou en Allemagne. Parce qu'on a un opérateur unique, ce qui permet d'accélérer vraiment les démarches. Encore une fois, on parle de raccorder l'équivalent d'une barre d'immeuble sur un parking. C'est pas comme si on tirait une petite multiprise. Évidemment. Donc c'est vraiment de la gestion de projet, de l'anticipation. Et ensuite, gérer de fournisseurs divers qui peuvent creuser des tranchées, passer des câbles, mettre les bornes. Une des questions que vous aviez posées, les nouvelles compétences, ce qu'on Ouais. voit aussi, c'est ça fait appel à des compétences sur la même borne, ça fait appel à des compétences complètement différentes si c'est sur de l'installation, où là, ça sera un métier plutôt électrique, ou sur de la maintenance, où là, on sera surtout sur de l'électronique. Et donc, il y a pas mal de nouveaux métiers qui arrivent aussi par rapport à ça. C'est pour ça aussi qu'un certain nombre de nouvelles compétences vont apparaître dans beaucoup de secteurs. On va peut-être arriver à vos objectifs parce que c'est quand même important. On a parlé de ce fameux objectif de 100 000 bornes. D'ailleurs, à chaque fois qu'on en parle, c'est pour rappeler qu'on a du mal à l'avoir, en tout cas dans les délais, à l'atteindre dans les délais. C'est quand? Moi, je vais m'ennuyer quand on va atteindre les 100 000 bornes parce qu'on va arrêter de me poser la question. Oui. Plutôt, on va me poser la question du prochain objectif. Donc, on va y arriver 100 000 d'ici premier semestre 2023 au Ouais. rythme actuel. Les prochaines échéances, en tout cas celle annoncée par Emmanuel Macron ce lundi, 400 000 points de recharge en 2030.
C'est cohérent. Nous, nos chiffres, c'était entre 330 et 480 000. C'est une fourchette assez large, mais parce qu'on a pris plusieurs études et au fur et à mesure, on se rapproche. Alors pardon, mais en 2035, on le dit à chaque fois, on ne pourra plus vendre de véhicules thermiques, en tout cas plus immatriculer de véhicules thermiques. J'imagine qu'il y aura quoi, plusieurs millions de véhicules électriques à ce moment-là en France. On sera à combien de bornes à peu près en 2035 ? Alors nous on l'a fait jusqu'à 2030 pour le moment, mais on suivra à peu près la même tendance. Ce qu'il faudra voir surtout, c'est les parts de recharge lente, de recharge rapide. C'est ça. A priori, aujourd'hui on est à 8% de recharge rapide, on devrait rester autour des 8-10% au moins jusqu'à 2030. Encore une fois, l'essentiel des recharges, c'est des recharges lentes et surtout on va commencer à adresser un cas particulier qui sont les personnes qui n'ont pas d'emplacement de stationnement chez elles, en copropriété ou même en maison individuelle et qui n'ont pas de place et qui vont devoir se recharger entièrement sur la charge publique. Chez la Webasto, charge rapide, elle reste essentielle pour l'itinérance. C'est très important. Et chez Webasto, vous avez un objectif, vous qui démarrez ? L'objectif déjà, c'est de créer une image sur le marché français. Vous faire un nom. Exactement, sur ce nouveau marché-là. Ça, c'est le premier objectif et c'est le principal. Le deuxième, c'est d'être présent chez les entreprises et les professionnels pour les aider justement à accompagner cette transition, les flottes notamment, qui vont électriser leur parc de plus en plus, et être là pour eux. Effectivement, pour les professionnels. Est-ce que chez DBT et R3, pareil, vous avez un objectif chiffré ? Chez R3, on a des objectifs chiffrés où on vient justement d'annoncer une levée de fonds de 50 millions d'euros qui vont nous permettre de il y a 2 financer. semaines. Il y a 2 semaines, qui vont nous financer le premier étage de la fusée. Le dernier étage de la fusée, c'est 1000 stations en 2030 et ces 50 millions vont nous permettre de financer les 300 stations des 3 prochaines années. Joli. Et sur DBT, l'ambition, c'est de multiplier le chiffre d'affaires par 5 sur les 3 prochaines années, tout en continuant avec un modèle industriel durable. On est une entreprise française qui existe depuis 30 ans. On pousse le Made in France, on achète 98% de nos composants en France. Et aujourd'hui, on applique les bonnes recettes du circuit court qu'on transpose à l'industrie. Et on veut montrer que c'est possible d'avoir une industrie en France sur un modèle durable. Et donc, il y aura beaucoup d'emplois dans ce domaine dans les années qui viennent. François Gatineau. Il y aura beaucoup d'emplois et justement, nous, notre objectif, en tout cas Mobilise, en tant que bureau d'études certifié, c'est de faire en sorte que la sécurité des installations soit bien là. Donc on voit là déjà quelques problèmes parce qu'il faut une pédagogie complète sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est pas de l'électricité classique. Non. Donc il faut vraiment bien travailler les configurations. On voit que nous, dans les configurations qu'on a à faire, c'est pas toujours parfait. Donc nous, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur, c'est qu'on ait un niveau de sécurité qui soit au top. Donc c'est de faire des études de conception qui soient bonnes pour que toutes les installations de bornes après soient sécurisées pour tout le monde et permettent que les matériels soient mis en valeur. Et pour que la phrase « je n'ai plus de batterie » soit de moins en moins entendue, en tout cas, un mot ? Oui, juste pour dire qu'effectivement sur l'emploi, je pense qu'aujourd'hui toutes les entreprises du secteur recrutent. Vous êtes électricien, vous êtes qualifié RVE, je pense qu'il y a de très nombreuses entreprises qui cherchent aujourd'hui des personnes qualifiées pour travailler avec elles. Eh bien écoutez, merci à tous les 4. En tout cas, pour cette intervention, Clément Melison, qu'on entendait à l'instant, délégué général de l'AVER, François Gatineau, président de Mobilise, Didier Hubert, responsable du développement charging chez Webasto France, et merci à vous Alexandre Borgholz, directeur général de DBT, fondateur du réseau R3. Merci. 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 Merci beaucoup.